robot d'autrice, je pense que c'est vraiment une personne intuitive. Je pense que c'est l'intuition qui gouverne vraiment toutes mes démarches d'écriture. J'essaie jamais de me battre avec mes idées, j'essaie jamais non plus de partir en quête d'idées. En fait, j'essaie de cultiver le plus possible le lien avec mon intuition pour me laisser guider par mes envies du moment. Ce qui fait en sorte que je pense que j'ai quand même un corpus assez éclectique, même s'il y a des questions thématiques qui reviennent souvent. Par exemple, les états mentaux troubles, la santé mentale, la peur de la mort, le rapport au corps et à l'image, le rapport à l'identité aussi, à l'identité soit profonde ou en lien avec l'image, mais aussi les rapports entre fiction et réel, entre réel et imaginaire. Donc, c'est vraiment les questions, je pense, qui traversent mes œuvres. Mais à partir de là, j'essaie jamais, en fait, de déterminer ce que je veux écrire. Je laisse vraiment, c'est ça, mon intuition déterminer dans quoi je me lance, ce qui fait en sorte que j'ai fait paraître mes 2 premiers romans sous un pacte plutôt autofictionnel, dans un registre relativement réaliste, même s'il y a quand même des petites touches d'onirique par-ci par-là pour témoigner de l'intimité de mon personnage. Puis après, avec les plus récents romans comme Mukbang puis Island, je suis allée valser plutôt du côté des mondes de l'imaginaire, donc avec un peu la science-fiction dystopique d'anticipation pour Mukbang et avec l'horreur fantastique, folk avec Island. Et à travers tous ces romans-là, j'ai fait plusieurs nouvelles dans des collectifs, dans des revues. Puis, en fait, je me rends compte de plus en plus que ces nouvelles-là, bien souvent, je suis allée du côté de l'imaginaire. Puis c'est en fait de fil en aiguille à travers ces projets-là que je me suis familiarisée avec certains genres comme l'horreur, le fantastique, qui m'ont mené éventuellement à l'écriture de romans qui sont dans ces genres-là. Donc voilà, j'aime écrire autant du court que du long. Puis j'avoue que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre dans mes habitudes d'écriture. Comme mes romans mettent souvent plusieurs années à être écrits, ça me demande beaucoup de souffle, ça me demande beaucoup d'énergie. Puis de pouvoir écrire des nouvelles, des textes courts, c'est un peu comme mes petites bulles d'oxygène dans mes longs marathons de plusieurs années de romans. Et bon, souvent, ces nouvelles-là, c'est par invitation, hein, des gens qui m'invitent à participer à des collectifs sous soit certaines thématiques ou certains genres. Et moi, j'aime vraiment beaucoup ça, me faire lancer des invitations sous forme de défis comme ça. Par exemple, en 2017, quand Stéphane Dompierre est venu me voir, moi qui avais écrit un seul livre d'autofiction en me disant je fais un collectif d'autrices qui n'ont jamais écrit de l'horreur pour écrire des textes d'horreur. Donc, le collectif Monstres et Fantômes. Et là, j'ai tellement trippé. En fait, je rêvais d'écrire de l'horreur depuis un moment, mais l'occasion s'était tout simplement pas présentée. Puis à cette époque-là, en plus, j'étais étudiante à temps plein, je travaillais aussi. Donc, tu sais, d'avoir justement ces petites fenêtres-là qui m'invitaient à me plonger là-dedans, ça donnait un bon prétexte pour me donner la poussée pour me lancer pour vrai. Puis, en fait, la plupart de ces expériences-là de nouvelles, ben, c'est ça, m'ont conduite à alimenter mes projets plus longs. Fait que souvent, c'est un peu comme mes petites bases expérimentales, là, mes textes courts pour, c'est ça, aller voir des terrains que j'aurais pas nécessairement explorés autrement. Puis ça me permet aussi d'écrire sous contrainte, non seulement sous contrainte de temps, mais sous contrainte contrainte stylistique, contrainte de genre. Puis à chaque fois, ça me permet de découvrir en fait des zones de mon écriture que j'aurais peut-être pas découvert de la même manière. Et bon, je reviens à la question de l'intuition. C'est sûr qu'à chaque fois, quand je me fais inviter à faire un projet, c'est pas nécessairement moi qui ai décidé à un moment de ma vie de me lancer dans ce projet-là, mais j'aime beaucoup cette idée de la rencontre entre un éditeur, une éditrice qui me tend une perche et moi qui dois aller faire travailler mon intuition pour voir quel projet vit déjà en moi qui pourrait s'exprimer à travers cette opportunité-là de création. Euh, donc, c'est comme 2 manières de travailler. Donc, des projets plus longs qui sont plutôt de l'ordre du projet personnel qui se trame en moi depuis des années et les projets courts de nouvelles qui sont plutôt, ben, c'est ça, le choc de rencontre avec différentes personnes avec qui je suis appelée à collaborer pour ces courts textes-là. Donc, c'est ça, c'est mon système à 2 vitesses d'écriture qui, moi, non seulement me convient, mais en fait, me fait avancer dans la création. Je me verrais pas, en fait, écrire juste du roman ou juste de la nouvelle. On dirait que les deux ont besoin de vivre ensemble pour me faire vivre en tant qu'autrice.
à chaque fois que j'arrive pour écrire un roman, souvent, c'est comme si le roman existait déjà. C'est fou, mais c'est vraiment ça le feeling que j'ai. Il est déjà là, il est en moi. J'ai une idée de son ton, j'ai une idée assez précise même de certaines scènes. Puis mon objectif, en fait, en tant qu'autrice, c'est simplement le faire exister dans le monde matériel. C'est comme ça que je sais que je vais écrire un roman, c'est que ce roman-là existe déjà en moi. Fait que c'est ça que quand je parle d'intuition, là, ça va jusque-là. Je le vois, je le sens. Parfois même, je sais, j'ai une idée générale de la courbe dramatique et comment ça va se conclure. Puis à partir de là, ma première étape, en fait, c'est un processus que je faisais pas du tout pour mes 2 premiers romans, Déterrer les eaux, Cœur naturel. Je me suis un peu lancée dans le vide, comme tu dis, avec une idée générale et certaines scènes aussi en tête, une idée aussi des thématiques que je voulais aborder, mais j'avais pas une idée vraiment précise du squelette, de la structure. Étant donné que je fais de plus en plus de scénarisation, en fait, dans les dernières années, je dirais depuis 2018, là, je suis de plus en plus impliquée dans des projets cinématographiques. Ça m'a amené à développer certains outils qui sont en fait des incontournables quand on travaille dans le récit scénaristique, c'est-à-dire le synopsis, le scène à scène. Donc, avant de se lancer dans l'écriture longue d'un scénario dialogué, il faut passer par ces étapes-là. Ça permet vraiment de visualiser la structure générale du récit puis de voir où est-ce qu'on s'en va. Puis, j'ai découvert les bénéfices de ces étapes-là dans le milieu scénaristique et j'ai transposé ça à ma pratique d'écriture. Donc, mes derniers romans ont bénéficié de ces étapes-là et vraiment, ça m'a grandement aidé en fait, à tracer exactement où est-ce que je voulais m'en aller avant de me lancer. Et d'autant plus que c'était des récits qui convoquaient plusieurs personnages, plusieurs intrigues qui se répondaient, qui se complémentaient. C'était un peu essentiel pour moi de savoir comment tout ça allait s'imbriquer avant de commencer pour avoir un petit peu plus d'assurance dans mon écriture. Puis, au lieu de m'enfermer, on pourrait croire que c'est une pratique qui enferme mon écriture ou qui l'étouffe, étant donné qu'on ne se laisse plus porter par le flot des idées qui nous viennent au fur et à mesure. Au contraire, pour moi, en tout cas, je parle vraiment en mon nom, ça m'aide à acquérir même une liberté, étant donné que quand j'arrive pour écrire, je me pose plus nécessairement la question de où est-ce que je m'en vais, mais plutôt comment je fais parler là où je veux m'en aller. Puis, souvent, on ne choisit pas exactement l'état dans lequel on est quand on arrive pour écrire. Des fois, on peut être fatigué, on peut être préoccupé, mais en ayant ma carte de route, là, en ayant carrément mon GPS allumé, en sachant où est-ce que je m'en vais, ça permet d'éveiller encore plus, on dirait, mes intuitions créatives pour savoir comment porter des scènes à l'écrit, des scènes que je connais déjà là, dans leur structure puis dans leur place dans le récit. Fait que pour moi, ça m'ouvre vraiment des portes, puis ça rend mon écriture beaucoup moins énergivore, chronophage qu'elle l'a été par le passé. Je fais non seulement ça pour mes romans, mais je fais ça, là, ce petit schéma scène à scène-là pour mes textes plus courts également. Je trouve que ça renforce aussi la structure. Puis pour moi, en fait, c'est une idée très barthienne, mais je considère que la fin du récit, ça oriente tout ce qu'on met en place auparavant. Donc, tout ce qu'on met dans le récit, c'est un mécanisme progressif jusqu'à la fin. Fait qu'en sachant vraiment où est-ce que je m'en vais au final, ça aide vraiment à éclairer là, toutes les zones de doute que j'ai quand je place mes choses en amont. Parmi tes nombreux chapeaux, tu es également éditrice. Peux-tu nous en parler un peu? Juste pour raconter la petite histoire, on m'a approché en 2019 pour tenir la direction de la collection théâtre chez Somme Toute. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée aux productions Somme Toute, qui regroupe dans le fond 6 maisons d'édition, Somme Toute, Mécanique Générale, Station T, L'Évêque Éditeur, Tête Première et Hamac. Et donc, je suis rentrée dans le bain de la belle grande famille Productions Somme Toute. Et très rapidement, par après, je suis devenue aussi responsable éditoriale de Tête Première. À l'époque, Tête Première, il y avait la collection principale et la collection Tête Dure qui est dirigée par Marie Demers. Et mon directeur, Serge Théroux, m'a gentiment tendu la belle invitation suivante. Que dirais-tu, Fanny, d'ouvrir aussi une collection des genres de l'imaginaire et de la littérature de genre chez Tête Première, et on a appelé ça Tête ailleurs. Donc, on a inauguré en 2020 cette collection-là. Et je suis aussi co-responsable éditoriale pour les éditions Hamac avec Anne Pérouse. Et donc, mon rôle en tant que responsable éditoriale, c'est non seulement faire de la direction littéraire, mais c'est aussi assurer la direction artistique
logistique de ces éditions-là et de aussi assurer une forme de coordination avec le reste des productions somme toute, c'est-à-dire que je suis amenée à communiquer avec l'équipe, disons, le noyau dur des productions somme toute, donc responsable de production, responsable de la commercialisation, des communications, etc. Donc voilà, je suis un peu comme la courroie de transmission. Donc, je travaille beaucoup avec mes collègues à l'interne, mais je travaille aussi beaucoup avec auteurs et autrices pour mener à bien leur projet. Puis, comment je me décrirais en tant qu'éditrice. Donc, je prolonge un peu ta question tout à l'heure, mon portrait d'autrice. Mon portrait d'éditrice est aussi une personne très intuitive. Donc, quand, par exemple, j'évalue les manuscrits, je suis la principale personne qui fait ça. Parfois, on a des stagiaires où j'ai différents acolytes qui m'aident aussi à faire la lecture de manuscrits, mais la plupart du temps, c'est moi qui les lis seule. Je cherche bien sûr des textes qui sont en résonance avec la ligne éditoriale de Tête Première. Bon, je vais principalement parler de Tête Première. Donc, une ligne éditoriale qui met de l'avant des textes qui sont incisifs, qui sont quand même assez frondeurs, audacieux et qui flirtent un peu avec l'étrange. Donc, j'aime des trucs qui sont un petit peu décalés vis-à-vis du réel, peu importe que ça soit fait dans une optique inquiétante ou onirique ou poétique. J'aime ça quand il y a quand même un point de vue, disons, un peu inédit et singulier par rapport au réel. Et à partir de là, je cherche beaucoup des textes avec lesquels je rentre en résonance. En fait, ce qui aiguillonne mes choix de textes que je retiens, c'est beaucoup la question qu'est-ce que j'aurais à avoir comme conversation avec l'auteur et l'autrice en question autour de son texte. Si c'est un texte que je trouve bien écrit, mais dans lequel je suis plus ou moins investie personnellement et aussi que je me vois pas, dans le fond, sur lequel je me vois pas intervenir en tant qu'éditrice et en tant que personne, ben, j'ai plus ou moins de chances de le retenir. Je vais plutôt le conseiller soit à mes collègues ou aller à d'autres maisons d'édition. Donc, c'est ça, je me laisse vraiment guider par les textes qui me parlent, qui me touchent profondément. Et à partir de là, j'inscris beaucoup mes démarches d'accompagnement dans le dialogue avec les auteurs et les autrices parce que pour moi, de la direction littéraire, c'est pas juste moi qui dialogue avec le texte et après qui envoie mes commentaires à l'auteur, à l'autrice en question. C'est vraiment poser le plus de questions à l'auteur, à l'autrice pour savoir c'est quoi les intentions du projet, d'où ce projet-là vient, où est-ce qu'on veut l'amener. C'est vraiment important pour moi de répondre à ce qu'on me dit, puis d'écouter aussi ce qu'on me dit, puis pas juste comme partir avec mes idées, puis essayer d'amener le texte là où moi je voudrais qu'il aille. C'est vraiment le plus possible de m'arrimer en fait à la vision de l'auteur et de l'autrice pour donner le texte le plus cohérent possible, puis d'amener l'auteur et l'autrice à produire un texte qui va au bout de son idée. Parce que sinon, le risque pour moi, c'est s'il n'y a pas assez d'écoute, s'il n'y a pas assez de dialogue autour de ce texte-là, ça fait un peu un texte qui a une identité un peu dispersée ou qui est stretch dans des zones un peu disparates. Donc, c'est ça, c'est vraiment d'arrimer ma vision à celle de l'auteur, l'autrice, puis d'essayer de fournir les outils les plus adéquats, en fait, pour que cette personne-là retravaille son texte dans la direction qu'on veut lui donner. Donc voilà, ça change vraiment non seulement à chaque texte, mon approche, mais ça va changer aussi avec chaque personne que j'encadre. Je ne vais pas avoir la même approche avec chaque auteur, chaque autrice. C'est vraiment, c'est ça, non seulement entendre ce que la personne a à dire sur son texte, mais qui elle est aussi en tant que personne, qui elle est en tant qu'autrice et auteur. Puis à chaque fois m'ajuster à ça, puis essayer de respecter le plus possible aussi les limites de cette personne-là. Fait que c'est ça, ça demande... Je pense beaucoup d'écoute. Je pense que c'est une des qualités primordiales à avoir en tant que directrice ou directeur littéraire. C'est cette ouverture-là à accueillir non seulement le texte qui vient à toi, mais aussi la personne qui porte ce texte-là. Tu sembles être quelqu'un d'assez empathique. En fait, c'est tellement vivant. Puis, on parle de textes là, qui sont en chantier, puis qui portent beaucoup de l'âme de la personne. Puis c'est peut-être aussi parce que j'ai la perspective d'autrice. Bon, on est quand même beaucoup de directeurs et directrices littéraires qui sont aussi auteurs-autrices, mais je pense qu'à la minute où on a qu'on porte ce chapeau-là, en plus de celui de directeur, directrice littéraire, ça fait en sorte que, tu sais, on connaît l'état de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les personnes qu'on accompagne. On sait ce que représente un texte, on sait ce que c'est. C'est une partie, je veux pas, de l'univers et de l'âme de la personne qui l'a produit. Donc, à partir de là,
faut vraiment veiller à cultiver là, non seulement un rapport de confiance, mais cette empathie-là, comme tu dis, par rapport à la personne qui l'a écrit. Puis, je pense que c'est vraiment parmi les ingrédients essentiels pour faire en sorte que la personne veuille aller se donner, en fait, et s'abandonner entièrement dans son projet. Parce que je pense que si la confiance n'est pas là, c'est difficile de se donner vraiment à fond. Tu sais, on garde comme une certaine réserve où on a peur que notre texte ne soit pas reçu d'une manière empathique, ce qui fait en sorte qu'on est peut-être crispé puis qu'on se lâche pas autant qu'on voudrait. Tu sais, il faut vraiment lâcher notre fou, je pense, quand on écrit, il faut un peu se surprendre nous-mêmes. Puis pour ça, ça demande d'avoir un encadrement, c'est ça, qui est humain, qui est... on sent que la personne va être capable de donner, oui, des avis critiques constructifs, mais qu'il va le faire avec bienveillance. Puis j'avouerais que si je cultive ça, c'est sûrement surtout parce que j'en ai bénéficié moi-même. Donc, je pense que j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance avec les encadrements littéraires que j'ai eus. Donc, Éric Simard chez Hamac, Marie Demers chez Tête Première, Stéphane Dompierre chez Québec Amérique. Toutes des personnes que je pourrais vraiment qualifier de patientes, de généreuses, à l'écoute, investies dans leur encadrement. Puis d'avoir ces modèles-là, ben ça m'invite à être ça aussi et à donner ça aux personnes avec qui je collabore. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs. Je veux remercier ces personnes-là d'avoir non seulement été des bonnes conseillères et conseillers, mais aussi des bons modèles pour moi là, en tant que responsable éditorial. Donc oui, je pense qu'il faut vraiment avoir une éthique de travail. Si on veut espérer avoir des bons textes, des collaborations qu'on chérit avec nos auteurs et aux autrices, je pense qu'il faut vraiment faire attention à la dimension humaine là, au-delà de l'écriture elle-même. En fait, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Ce qui fait la magie des bons textes, c'est vraiment la collaboration heureuse et sous le signe de la confiance mutuelle. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir autrice? Quand j'étais petite, j'étais vraiment imaginative. Je suis le genre d'enfant qui s'est jamais ennuyé parce que j'étais tout le temps en train d'imaginer des mondes dans ma tête. Quand j'étais jeune, j'étais sûre que je m'enlignais pour faire carrière plus dans les arts visuels, genre illustratrice ou artiste peintre. Je fais vraiment, vraiment plus là-dedans, en fait, que dans les mots, même si les mots ont toujours été là. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours fait la lecture. C'était vraiment là, immanquable le soir. On me lisait beaucoup de contes, d'ailleurs, de contes, de légendes. J'avais des livres sur la mythologie. Au secondaire, j'étais vraiment très investie dans les lectures de fantasy, particulièrement Bradley avec Les Dames du Lac. J'adorais Clive Barker et sa trilogie à Barat. C'est vraiment quelque chose qui combinait là, à la fois en fait la poésie des mots et la poésie des images à travers la dépiction de cet archipel imaginaire-là qu'est Abarat, qui m'a absolument fascinée. Donc, c'est ça, j'étais vraiment dans les mondes de l'imaginaire à l'adolescence et éventuellement, je pense que j'avais 16 ou 17 ans, fin de secondaire 5, j'avais fait mon projet final sous le giron d'un recueil de contes que j'avais écrit et illustré. Donc déjà, j'avais envie vraiment d'une manière assez autonome de créer en fait mes univers de fiction. Donc, c'est ça, c'est drôle parce que c'est un peu ça que je fais maintenant. Je travaille à créer des livres avec d'autres personnes, mais c'est ça, à 17 ans, j'avais créé mon propre petit recueil de contes auto-édité, financé par ma grand-mère pour son impression. J'avais, je pense, 200 copies que j'avais vendues genre à l'école secondaire, genre sur l'heure du lunch. Fait que, bref, tout ça pour dire que c'était vraiment là depuis longtemps, l'envie de créer. Puis, c'est vraiment rendu au cégep et tout bêtement, mon choix d'avenue rendu au cégep, je savais que je voulais aller dans les arts. J'ai eu la grosse hésitation à savoir si je voulais aller en arts visuels ou en lettres. Puis, ma réflexion a été la suivante, parce qu'à cette époque-là, j'aimais vraiment autant faire les deux. Là, je dessinais autant que j'écrivais, ou presque. Là, la balance était vraiment even. Mais là, je me suis dit, je vais toujours dessiner, j'aime tellement ça que je vais toujours garder ça, tu sais, comme en passion secondaire. Mais l'écriture, je sentais que j'avais vraiment besoin d'outils, d'apprendre, en fait, certains outils
pour aller plus loin là, dans le développement de cette compétence-là. Fait que je me suis dit, je vais m'inscrire en littérature parce que j'avais le sentiment que c'était ça que j'allais moins pouvoir développer en autodidacte. Fait que finalement, je me suis inscrite en littérature et tout le reste de mon parcours académique s'est fait en littérature. Donc, je suis allée faire bac, maîtrise, doctorat en études littéraires, toujours en combinant un peu aussi la pratique de la création. Donc, j'ai fait un bac en création littéraire, écriture de scénario, la maîtrise en création littéraire et en fait, création littéraire et recherche. Puis mon doctorat, c'était en études littéraires, volet recherche, mais j'ai intégré beaucoup la relation à l'image, étant donné que j'étudiais la culture populaire et plus particulièrement le phénomène des guerrières, phénomène qui est souvent qui se manifeste souvent dans des franchises qui sont transmédiatiques, donc des adaptations de l'écrit à l'écran pour quand même plusieurs de ces franchises-là. Donc, j'ai toujours été, c'est ça, du côté encore de l'image et de la création à travers mes études, mais j'avouerais que tout le volet dessin, illustration, peinture, finalement, n'a pas suivi. Donc, ce que je pensais qu'elle allait rester une passion dans ma vie, comme une activité, un hobby à travers mes études, bien, je l'ai malheureusement un peu perdu, faute de temps. Je me suis vraiment plus consacrée à l'écriture qui a, dans le fond, pris le devant, l'avant-scène de mes occupations parce que ben, j'imagine que penser quelque chose, ça prend beaucoup de place dans une vie au final quand on se lance dans la création littéraire. Puis, ben, tu sais, je m'en plains pas, je suis assez contente. C'est sûr que parfois, la création, l'art visuel me fait signe. Je ne te cacherai pas que tout ce qui est histoire de l'art, c'est quelque chose qui me fait encore envie. Donc, je ne sais pas si éventuellement il va y avoir d'autres formations plus de ce côté-là. Mais ouais, je rêve de revenir un petit peu plus vers ça et me dégager aussi du temps pour dessiner et peindre. C'est un de mes objectifs que je me lance pour 2022. Pour édition, j'avais pas vraiment envisagé ça. C'est sûr, j'avais fait un peu de direction littéraire, par exemple avec Stalkers en 2018. C'est un collectif que j'avais co-dirigé chez Québec Amérique, mais je me dirigeais pas particulièrement vers l'édition. C'est vraiment l'édition qui est venue à moi avec une invitation qui m'a été tendue par le directeur des productions Somme Toute en 2019. Mais voilà, c'est venu vers moi. J'étais assez heureuse que ça se présente à moi parce que je suis au doctorat, je savais pas exactement qu'est-ce que j'allais faire par la suite parce que, bon, des postes de professeur en études littéraires, ça court pas non plus les rues. Hein. Il n'y a pas énormément d'occasions à chaque année de postulation. Donc, dans ma tête, c'était comme j'allais continuer de faire des charges de cours à l'UQAM, éventuellement trouver quelque chose. Mais là, l'édition est venue à moi. J'ai continué de faire des contrats de scénarisation aussi à travers tout ça. Fait que c'est ça. Il y a en fait, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'opportunités et d'invitations et carrément de contrats qui sont venus à moi. C'est comme ça que tout s'est tramé au final. Il y a des portes qui se sont ouvertes, puis à chaque fois, je disais oui. Et me voilà avec de multiples chapeaux qui composent mon quotidien. Comme tu disais, c'est davantage, parce qu'il y en a qui disent juste, ben, c'est un métier total. Oui, mais c'est une vocation aussi, parce que c'est l'énergie qu'on y met, c'est une passion, puis on compte plus nos heures à un moment donné dans tout ça. Là. Et c'est tant mieux, sinon on deviendrait fou. Oui, non, c'est ça. Exact. Ah non, mais c'est exactement ça. Puis tu fais bien de souligner parce que, tu sais, aussi, si je dis oui à toutes ces occupations-là, c'est non seulement parce que ça me passionne, mais c'est aussi à un moment donné que je dois vivre. Puis, tu sais, je suis pas, je serais pas en position là, de me consacrer juste à l'écriture, donc j'ai pas le choix non plus de faire diverses choses pour compléter puis éventuellement pouvoir manger et continuer à créer. Ça se nourrit, ça se complémente. Je retire beaucoup d'outils de ma pratique scénaristique, mais je pense que ma pratique scénaristique se nourrit aussi de mon bagage littéraire. Mon bagage de prof et ce que j'enseigne à mes étudiantes peut servir aussi quand je fais de la direction littéraire. Et quand j'encadre des gens dans leur démarche d'écriture pour la publication, ça me donne à moi aussi des outils d'écriture comme autrice. Fait que ça fait comme un gros pinball où genre tout alimente tout. Un jeune auteur vient te voir pour des conseils. Qu'est-ce que tu lui dis? Moi, je dirais commence à écrire des idées pour débloquer le flow. Parce que des fois, on voit que c'est comme une espèce de... une grosse masse
sans préhension. Tu sais, quand tu arrives devant un mur d'escalade, puis tu n'as comme aucune idée là, où tu vas mettre tes mains pour commencer à grimper. Mais commence par juste... moi, je suis bien méthodique tu sais, tantôt, je disais, je suis très intuitive, mais je suis très méthodique pour, dans le fond, apprivoiser mes intuitions. Pour comment décortiquer tout ça. Puis, je me penche beaucoup sur les questions d'hygiène de la création, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on donne comme outil pour faire en sorte qu'on est capable de créer et de pas créer plus efficacement. J'aime vraiment pas ce mot-là, mais comment en fait débloquer dans le fond nos intuitions, puis tout ce qui est encrypté en nous, puis qu'on sait pas comment traduire ou exprimer. Fait que moi, je pense que l'hygiène de création peut vraiment aider en fait à naviguer à travers tout ça, c'est-à-dire se donner vraiment des outils, non seulement d'écriture, mais aussi dans son quotidien pour vraiment faire bénéficier notre création. Ça veut dire travailler beaucoup notre intuition, ça veut dire essayer de s'écouter le plus possible. Je pense que c'est une des choses les plus difficiles à faire. En tout cas, moi, quand je commençais en tant qu'autrice, c'est ce qui était le plus difficile parce que on lit beaucoup, puis c'est vraiment pas mal du tout. Au contraire, il faut lire beaucoup. Mais on finit par cohabiter avec tellement de voix autres que la nôtre, que c'est comment, dans le fond, trouver la nôtre, comment trouver notre propre voix, nos propres idées, notre propre manière de faire, d'avoir un angle littéraire sur certains sujets qui ont été déjà abordés. Mais pour moi, c'est vraiment de cultiver cette intuition-là, soit par la pratique du silence, de la méditation, le fait de faire d'autres projets créatifs connexes qui nous aident, dans le fond, à débloquer là, notre rapport à nos idées. Parce que des fois, on a ce qu'il faut en nous. C'est juste qu'on n'est pas capable d'aller puiser dans ces endroits-là, puis d'accepter, en fait, que c'est ça qu'on doit faire. Puis moi, c'est à chaque fois que je commence un nouveau texte, une nouvelle démarche créative, c'est toujours un des grands défis que je dois surmonter, c'est d'accepter que ça va être ça, mon projet, parce que je ne choisis pas, dans le fond, ce que je veux faire. Puis ça, je pense que c'est vraiment important à garder en tête quand on commence, c'est de ne pas avoir honte de nos idées. Des fois, tu sais, j'arrive avec des idées vraiment tordues. Tu sais, ma nouvelle dans Stalkers, c'est genre de filles qui stalkent des gars qui vont pisser aux urinoirs. Mais la première étape, c'était d'accepter que ça allait être ça, ma nouvelle, tu sais. Puis d'accepter que ça allait être narré d'une certaine façon, que ça allait avoir un certain angle. Fait que c'est d'accepter que ce que tu as en toi, dans le fond, c'est ça qui doit être. Puis des fois, ce qui a l'air d'une idée absolument absurde, puis à l'ouest, champ gauche, pas rapport, ben ça va finalement devenir quelque chose de génial, juste parce que c'est donner la chance d'aller l'exploiter, de pas en avoir peur, et que finalement, ça en a bénéficié parce que ça vient profondément de toi, ça vient genre de tes deep guts, de trucs inavouables ou un peu qu'on pourrait qualifier d'un peu décalé ou de fucké carrément. Mais en même temps, vu que ça vient vraiment d'une zone qui est profondément liée à ton intuition profonde, ben ça a une part de vrai, ça a une résonance en fait concrète. Fait que je pense que de se connecter vraiment le plus possible à ces idées-là, puis d'accepter vraiment qu'on a le droit de les exploiter, puis de travailler à partir d'elles, ben c'est un des grands pas importants. Puis après, de manière un peu plus, je pense, pragmatique, c'est comment on décortique tout ça. Tu sais, là, on vient de parler du fait qu'on a une idée flyée qui vient genre de nos entrailles. On a envie d'y laisser une chance puis de s'y abandonner. Mais après, c'est comment on est capable de foncer dans le tas puis d'aller vraiment affronter la bête. Puis je pense qu'il faut se donner vraiment des outils concrets, c'est-à-dire parfois se donner des horaires de travail pour être sûr qu'on fait quelque chose, qu'on n'est pas constamment en train de repousser, de procrastiner. Puis moi, je ne crois pas vraiment que la procrastination existe. Je pense que c'est plein de peurs et contournements sous-jacents. Si on repousse, dans le fond, la mise en forme d'un projet, c'est que y a des questions sous-jacentes à se poser. C'est pourquoi, dans le fond, en ce moment, je suis pas capable de m'y plonger. Est-ce que c'est parce que ça me fait peur? Est-ce que c'est parce que ça me trouble? Est-ce que si? Est-ce que ça? Puis à partir du moment où on se pose ces questions-là, on est capable de se donner des outils, en fait, pour pouvoir rentrer dans ce projet-là. Puis après, je pense, faire des listes d'idées quand on n'est pas capable d'écrire, moi, ça m'a vraiment souvent aidé. Il y a des moments où je suis comme un peu en blocage, là, je sais pas trop genre exactement qu'est-ce que je veux faire, ou je suis juste excessivement fatiguée. Puis tout ce que je suis capable de faire là, en termes de niveau d'énergie,
tu sais, faire des listes d'idées, ben, tu sais, so be it, fais ça. Puis moi, ma philosophie, c'est vaut toujours mieux créer quelque chose, même si c'est un peu chéri, que genre rien faire du tout. Puis finalement, genre procrastiner à l'infini toute forme de création. Puis quand je parle de genre faire quelque chose vaut mieux que rien du tout, mais des fois, je crée mes personnages en Sims, genre, puis c'est con de même, mais ça m'aide à créer, tu sais. Fait que de juste prendre n'importe quelle technique pour enrichir, dans le fond, notre univers, notre manière de le créer, je pense que c'est valide. Ça peut être rédiger des fiches de personnages, faire de la recherche sur le sujet qui nous intéresse. Par exemple, quand je travaillais sur Mukbang, j'ai fait énormément de recherches sur les tendances web, sur le Mukbang en tant que tel, sur la Corée du Sud. Donc, juste faire des recherches, ça peut vraiment aider à alimenter la création. Puis, c'est ça, c'est comment trouver le moyen là, d'avancer sans jamais vraiment reculer en trouvant des choses à faire ici et là pour nourrir notre projet. Puis, c'est sûr que les stretches d'écriture sont importants, puis c'est pour ça que je dis que ça vaut la peine de quand même décortiquer un peu nos idées. Je dis pas nécessairement que tout le monde doit faire le fameux scène à scène dont je parlais tout à l'heure. Ça fonctionne pour moi, je sais pas si ça fonctionne pour vous qui écoutez en ce moment. Ça vaut la peine de l'essayer, voir si ça marche ou non. Donc, c'est ça. Pas avoir peur d'essayer différentes techniques, différents outils. Des fois, ce qu'on pensait qui n'allait pas fonctionner pour nous fonctionne finalement, puis on l'intègre dans notre boîte à outils.